Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un petit retour concernant le film The Lighthouse de Robert Eggers, sorti le 18 décembre, donc aujourd'hui, ça dépendra du jour où va sortir la vidéo, mais je suis sorti de la séance ce matin et on va dire que c'est semi à chaud que je vais parler du film. Donc de Robert Eggers, que j'attendais particulièrement parce que c'était un film qui regroupait tout ce qui me fascine dans le cinéma de manière générale. Ça avait l'air d'être un film de pure mise en scène, avec un scénario qui était simple mais efficace, et qui était un film avec une grosse performance d'acteurs derrière, parce qu'il y avait quand même deux acteurs qui moi m'intéressaient particulièrement. Robert Pattinson qui a une carrière post-Twilight qui est assez exceptionnelle. D'ailleurs, arrêtez de réduire cet acteur à Twilight parce que c'est occulter toute une partie de sa filmographie suivante qui est passionnante. J'en avais parlé l'année dernière de Life, qui était quand même un sacré film que j'avais beaucoup aimé avec un très bon Robert Pattinson dedans. Et Willem Dafoe, que vous connaissez pour être le bouffon vert dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Sacré acteur d'ailleurs qui a eu beaucoup de rôles, comme dans The Grand Budapest Hotel il y a pas très longtemps, dans Seven Sisters qui est un film sympathique, donc c'est quelqu'un qui aime jouer dans plein de trucs. Il est partout, c'est un second couteau presque il me semble, mais là dans le film il occupe quand même une grosse place à l'écran, ce qui est vachement plaisant tout de même. Et du coup, film que j'attendais aussi pour donc le réalisateur, parce que j'avais bien aimé The Witch, que j'ai pas eu l'occasion de revoir, mais que j'avais beaucoup aimé sur l'instant. Et donc production A24, forcément ça m'intéresse, parce que les productions A24 sont toutes très intéressantes ces derniers temps. On a eu Midsommar, on a eu tous les films de Ari Aster pour l'instant, donc les deux films. On a eu d'autres films vachement bien, comme les films c'est David Robert Mitchell, je crois, ou je sais plus le nom précis du réalisateur, mais c'était celui derrière It Follows, qui était quand même sacrément bien. Donc c'est un studio qui, en termes de production, de genre et de cinéma indépendant, est très intéressant, qui n'a pas que des productions parfaites, mais qui toujours propose quelque chose d'intéressant. Et c'est un studio à suivre, en fait, qui a pas l'air d'avoir une vision cynique du cinéma comme l'ont beaucoup de studios américains actuellement. D'ailleurs, le film est sorti malheureusement le 18 décembre, donc à une période où sort une grosse machine hollywoodienne que bien sûr j'irai voir, mais je n'en parlerai pas sur la chaîne parce que j'ai pas forcément envie d'en parler d'avance. Parce que, non pas que je condamne le film dès le début, en fait c'est juste parce que je pense que tout le monde va en parler, et je vois pas l'intérêt de pouvoir m'étaler sur le sujet. Donc déjà j'en ai un peu parlé ici, mais comme ça vous saurez, si jamais vous voulez me demander si je ferai une critique sur ce film-là, je dirai non, voilà, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas, peut-être sur un site, sur le coin des critiques ciné pour lequel je travaille en bénévolat, mais normalement non. Donc voilà, le film raconte l'histoire de deux gardiens de phare qui vont sombrer dans la folie. C'est pas vraiment un spoil parce que ça c'est pas un élément, d'ailleurs on le voit en fait dans le trailer, on sait qu'ils vont perdre la tête, pourquoi on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de mystères derrière, et ça je vous le révélerai pas bien sûr, même si le film n'est pas spoil, enfin... Personnellement, je ne crois pas vraiment en ces éléments de spoil. Même si forcément ça enlève un peu de surprise sur la découverte du film, mais ça n'enlève peut-être pas la puissance du film. Et la puissance du film est surtout visuelle. Et vraiment cinématographique en fait. Il y a une puissance cinématographique qui va au-delà de tout ce qui est sorti il y a quelques années. Car j'ai l'impression que Robert Eggers a compris le matériau qu'il voulait montrer, qu'il voulait construire, qui est celui du cinéma. Ce qui était déjà le cas de The Witch, avec un film pratiquement muet en fait, avec beaucoup de moins verbeux. Là par contre ce film est beaucoup plus verbeux, beaucoup plus théâtral, ce qui est assez impressionnant. D'ailleurs c'est bien qu'il soit en VO, parce que je pense que c'est un film qu'il faut voir en VO. Je vois pas comment la VF pourrait rattraper l'excellence de dialogues, parce que les dialogues sont vraiment très bien écrits, très théâtral,
théâtraux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ils ont tous les deux des intonations, enfin une manière de construire la langue anglaise qui est très très particulière. On a un anglais très marin en fait. Ça fait un peu cliché, mais très marin dans l'idée où c'est très habité. Je sais pas si c'est très clair, je suis pas spécialiste en langue, mais pour vous faire comprendre un peu ce que j'ai ressenti et ce que fabrique le film, c'est ça, c'est très habité, c'est très très théâtral, mais en même temps il a une voix très rauque, il a une manière c'est très brut de décoffrage dans la manière de parler anglais. C'est pas du tout et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi littéraire, il y a des ambitions littéraires derrière, parce qu'il y a plusieurs moments des poèmes qui sont cités, des chants. D'ailleurs, Robert Eggers s'est documenté sur les marins. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à la fin, le film dit qu'il est inspiré de carnets marins, compilés par une auteure. Par un auteur. Je sais pas, langue inclusive. Mais en tout cas, par une femme qui avait voulu compiler tous ces témoignages de gardiens de phare, pas marins. Mais par contre, il faut spécifier un truc, c'est qu'un des deux personnages est un ancien marin, ce qui est très intéressant aussi. Et donc du coup, ce qui est génial, c'est vraiment que tu y crois à tout ça. Parce que le fantastique dans le film a une irruption qui est très particulière, qui est purement mentale, on va dire, entre guillemets. Là encore une fois, j'essaye de pas trop en dire, mais c'est très mental, c'est presque tangible en fait, ce qui du coup donne un aspect assez glauque au film. Et ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est que c'est cette manière de filmer, de donner vie à l'image, au cadre. J'avais évoqué le fait que Parasite jouait beaucoup sur l'espace, donc sur la disposition de la maison, et la maison, on la connaissait, on était avec eux, en fait, on vivait la maison, on vivait chaque pièce, chaque recoin de cette maison, même le sous-sol, et du coup, il y avait cet aspect ludique qu'il y avait dans le film. Il y a pas trop de films qui ont fait ça. Midsommar, remarque, l'a peut-être fait avec Le Camp, qui était assez intéressant dans la gestion de son espace. Il y avait aussi peut-être Ad Astra, à la limite, dans sa manière de gérer les décors et son univers, en fait, qui était très vivant. Mais j'ai l'impression que The Lighthouse est la proposition la plus radicale en termes d'espace et la plus vivante en termes d'espace. Parce que il y a travail sur le son et la musique est pratiquement atmosphérique, presque un élément sonore en fait. Et je sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si les bateaux, on ne sait pas trop, mais il y a un son, une espèce de ronbrissement, un qui revient très très souvent. Et on sait pas vraiment d'où ça vient. Je pense que ça vient du phare ou des bateaux environnants, on sait pas trop. Mais c'est un élément sonore qui est assez incroyable. Parce que si ça vient du phare, ça lui donne vraiment un aspect de créature qui souffle. On dirait presque une incursion sonore, presque... Si je dis sexuel, est-ce que... Oui, c'est presque sexuel, parce qu'il y a aussi un truc très intéressant dans le film, c'est que ça joue beaucoup avec l'aspect sexuel, avec le sexe. Tout simplement, il y a quelque chose de... déjà... le phare a une forme qui, voilà, et il faut pas le nier, est très... Dans la manière dont c'est filmé, ça donne vraiment quelque chose de très spécial. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le rapport au phare surtout. Parce qu'en fait, le personnage de Pattinson, qui s'appelle Winslow, va alimenter, donc faire toutes les tâches ingrates donc il va s'occuper du phare, il va l'alimenter. Quand il va donc aller chercher du charbon et en mettre dans la chaudière du phare. Il me semble que c'est le phare. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il joue sur la confusion des espaces. Parfois on sait pas trop où ils sont, en fait, c'est très intéressant ça aussi. Et le phare, vraiment, quand il filme par exemple les mécanismes qui permettent de faire tourner le phare comme une horlogerie, on dirait des organes en fait. On dirait un corps, ce phare.
Il y a vraiment l'impression que c'est une créature. Et c'était très clair quand, dans le deuxième trailer, on voyait un plan où il y avait une musique qui était très forte. C'était le dernier plan du deuxième trailer, je sais pas si vous vous rappelez, où on a le phare avec en arrière de l'eau qui jaillit. Et ça lui donne vraiment une impression de créature qui souffle, qui englobe les deux personnages. Et cela se manifeste aussi par le rapport que va entretenir l'autre personnage qui s'appelle Thomas, donc joué par l'autre acteur, William Dafoe, et il a presque une relation charnelle avec ce phare. Vous le verrez vous-même, mais parce que c'est un ancien, il y a comme une impression qu'il est connecté à ce phare, il ne peut pas en sortir. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est très bien joué. D'ailleurs, il y a presque une thématique sociale, parce que c'est le jeune qui doit être en bas et l'autre est en haut. Comme une manière de... Il y a un rapport de subordination qui est très intéressant. Ce qui est génial aussi, c'est la manière dont ils vont jouer sur le langage. Parce qu'au début, ça commence comme un film muet. On a le bateau qui arrive, qui brise l'ombre des côtes. C'est très brumeux au début. Et ensuite, on a ce bateau qui arrive au loin. Et on entend déjà le qui est là, qui donc provient sûrement du phare ou du bateau, je ne sais pas. Et du coup, ça, on les voit de dos au début, avec le phare qui apparaît au loin. Donc déjà, c'est très intéressant de les voir de dos parce qu'on caractérise les personnages par une sorte par un caractère impersonnel. Et c'est au fur et à mesure que le film va les personnifier. D'ailleurs, on ne connaît pas leur nom, je vous les ai divulgués, mais c'est pas très grave, c'est pas si grave que ça, mais dans le film, il y a comme une impression que le film décide de nous jeter directement avec ses personnages. Le spectateur est avec ses personnages dès le début, parce que c'est comme si nous étions... en vue subjective, et qu'on était derrière ces deux personnages. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi un plan que moi j'aime beaucoup, où ils arrivent donc sur l'île, et on a les deux, vous le voyez aussi dans la bande-annonce, où on a les deux personnages donc, qui regardent l'horizon, qui sont face caméra, comme s'ils nous regardaient, et ils sourient. Et en fait, il y a un cut, et qui nous montre qu'en fait, ils regardent le bateau qui s'en va. Mais le réalisateur appuie suffisamment longtemps sur ce plan pour donner presque un aspect brisage de quatrième mur, mise en abîme, qui donne beaucoup de puissance au film et permet au spectateur de s'investir dans le film. Parce que c'est ça, j'ai vu des critiques qui disaient que le film avait beaucoup de vacuité et était trop mécanique. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je trouve vraiment que le film est très jouissif à ce niveau-là, parce qu'il arrive à incorporer le spectateur dans le film. Vraiment. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en tant que spectateur, c'est que dès le début, j'étais dans le film. J'étais avec ces personnages. Quand ils chantent, on chante avec eux. Quand ils sont bourrés, on a la même nausée, la même... parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de jeux sur le corps, ou des trucs assez gênants qui peuvent devenir très vite très drôles. Mais en fait, quand on remet dans le contexte, bah, oui, mais c'est parce qu'ils sont seuls, et donc ils peuvent se permettre des trucs. Et qui vont au-delà de la politesse. Et donc ça c'est très intéressant aussi. Et donc le fantastique, l'irruption du fantastique, je vais en parler, mais je vais être obligé... Alors, il y avait déjà quelques légers spoilers là, mais je vais être obligé de vous... voilà, de cette partie-là va être un peu plus divulgacher le film, on va dire, parce que je vais essayer de parler de tout l'aspect fantastique qui entoure le film, et qui est très particulier, et qui, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille pas de continuer. Donc voilà, attention, j'espère que vous êtes partis, je commence. Donc, ce qui se passe après, c'est qu'il y a une irruption du fantastique qui se fait au fur et à mesure dans le film, qui, en fait, n'est pas forcément Lovecraftien, entre guillemets, même s'il découle des inspirations Lovecraftiennes, et... en fait, j'avais parlé de fantastique tangible, j'entendais par là que le fantastique découle d'hallucinations. Voilà. En fait, les créatures qui vont apparaître, il y en a deux.
ou 3, on va dire, entre guillemets. Il y a un Triton, qui est une créature qui est un enfant de Neptune, il me semble, si je me souviens bien, issu donc de la mythologie grecque et romaine aussi. Et du coup, c'est très intéressant parce que Neptune, d'ailleurs, c'est l'appellation romaine du dieu de l'océan, Poséidon. Et du coup, le Triton va s'avérer être, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais le film sous-entend que ça serait donc le Thomas. Et enfin, le personnage joué par William Dafoe. Et du coup, d'ailleurs, il y a un passage où le maquillage est assez fou, on y croit. Même s'il y a un côté grand guignol qui est présent, mais ça fonctionne quand même très bien. Les effets spéciaux sont d'ailleurs très bien faits. Et donc ce qui est génial, c'est vraiment que le film se permet de proposer des hallucinations qui sont purement rattachées à l'aspect mental des personnages. Et en fait, ces hallucinations ne sont propres qu'au personnage de Winslow, donc Robert Pattinson. Et tout cela va commencer quand il va découvrir une sculpture représentant une sirène, donc on va voir une sirène après, qui est très particulière d'ailleurs dans l'approche de la sirène, qui est une approche très sexuelle, puisqu'à un moment il va y avoir une scène de sexe entre Robert Pattinson et une sirène, donc encore une fois, est-ce que c'est une hallucination ou pas? Ce qui est très intéressant dans le film, et qui a été reproché aussi, j'ai vu par certains critiques, c'est le fait qu'il fasse douter. Moi je trouve ça vachement intéressant, parce que du coup les hallucinations, on sait pas si c'est des hallucinations, ou si ce que voit Robert Pattinson c'est vrai, et ça va vraiment le provoquer à la chute finale, parce qu'en fait, il y a tout un truc autour des mouettes qui abriterait les... donc ça c'est un folklore beaucoup plus proche des folklores des marins, ou des gardiens de phare. Les mouettes renfermeraient en elles les âmes des marins, donc il faudrait pas les tuer. Et à un moment, le problème c'est que Robert Pattinson, en Winslow, tue une mouette qui l'attaque. Les mouettes sont vachement agressives, et elles sont horrifiques, elles font très très peur. Et du coup, voilà, et du coup ce qui est très intéressant, c'est que ça va finir que Robert Pattinson va mourir à la fin, va chuter du phare, parce qu'il voulait absolument convoiter la lumière qui était jalousement gardée par le gardien de phare, l'autre, donc Thomas, donc William Dafoe, et du coup il chute, même s'il a réussi à monter, à entrer en contact avec cette entité qu'est le phare, on va dire, avec son cœur ou son sexe, entre guillemets, puisqu'il y a une scène hallucinatoire où on voit Thomas qu'on ne voit pas, en fait on ne le voit pas, ça joue beaucoup sur le hors-champ, mais on voit un tentacule qui rampe au-dessus là, et on voit des matières visqueuses qui sortent comme si c'était de la semence en fait, et ça donne un aspect très sexuel à la relation. D'ailleurs il est souvent nu en fait quand il est en haut du phare, ce qui d'ailleurs surprend un peu Winslow, pas forcément, mais du coup ça donne vraiment un aspect très charnel, encore une fois, que j'avais soulevé tout à l'heure précédemment, et du coup ça renforce cette idée que à la fin il faut être digne pour pouvoir convoiter cette lumière qui est puissante. Et en fait ça se finit que donc il a chuté, Winslow, et il se fait bouffer par des mouettes, et ça se termine comme ça, et c'est super glauque et super dur moralement, parce que les personnages, même s'ils ont réussi à faire évoluer leur relation d'une manière positive, vont quand même chuter. Et ça c'est vachement intéressant, parce que ça renvoie d'ailleurs au passif du personnage de Thomas, qui avait qui avait dit qu'il y avait son ancien coéquipier est mort de folie, et c'est le cas aussi de Winslow. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça rappelle en fait beaucoup les obsessions d'Ari Aster dans ces deux films que sont Midsommar et Hérédité, sur la destruction des relations familiales. Là, c'est les relations amicales et humaines de base, et liées à la solitude aussi, donc ça c'est très puissant aussi,
Ça pourra d'ailleurs faire écho un peu à Ad Astra d'une certaine manière, puisque la solitude c'était quelque chose qui était très fort dans Ad Astra. Mais dans Ad Astra c'était beaucoup plus positif parce qu'il fallait se reconnecter à la Terre pour retrouver une humanité, une puissance, la puissance qui découle des relations, parce qu'il y a une forme de puissance quand on crée une relation avec quelqu'un, et une puissance émotionnelle, une puissance charnelle aussi, parce qu'il y a un aspect très charnel dans leur relation dans le film aussi, entre Winslow et Thomas. Et pour le coup, ça se termine de manière assez horrible et très très angoissante, parce que il y a un échec véritablement qui en ressort, et c'est très fort. Et on a presque l'impression que le phare domine vraiment ces deux personnages. Donc voilà, je pense en avoir dit suffisamment. Peut-être pas. Il y a donc un autre truc dont je voulais parler. Il y a l'aspect horrifique du film est très bien géré, très bien dosé. Il y a beaucoup de références qui sont horrifiques, pur et dur, par exemple au cabinet de Dr Caligari, avec le personnage qui est envoûté par le docteur, et tout l'aspect de folie qui en découle, qui était très intéressant avec le fait que le docteur Caligari soit pas la bonne personne, tout ça. Il y a aussi il va y avoir une confusion d'identité aussi dans le film, ce qui est très très, très intéressant. Autre chose, ça s'inspire beaucoup de Shining. Il y a même une scène qui évoque Shining, même au niveau de la musique. Donc ça veut dire vraiment que... Et d'ailleurs, c'est cité aussi par Eggers dans ses interviews. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très intéressant. Et le film est somptueux, quoi. Il est vraiment impressionnant. C'est un pur film de mise en scène. Il se peut que ça soit mon coup de cœur de l'année. Avec d'autres films. Parce que je n'aurai pas qu'un seul coup de cœur, je pense. C'est pour ça que je retire ce que j'ai dit. C'est pas mon coup de cœur de l'année, mais un de mes coups de cœur de l'année. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir le film. Ne pas le laisser tomber au profit d'une grosse machine hollywoodienne, non pas que je rejette ce film aussi, mais il faudrait pas oublier le cinéma indépendant qui existe aussi de son côté, et qui reste du cinéma. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage si vous allez le voir, et n'hésitez pas à débattre, venir commenter pour savoir si vous avez aimé ou pas le film, ça sera un plaisir de répondre. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépendra du moment où sortira cette vidéo, et à la prochaine.